IDFM 98 de la Monde FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une pépite ce soir, une ou peut-être même plusieurs pépites pour ceux que ça intéressera. Nous sommes en direct avec Michel Cecchini, ça s'écrit C-E-2-C-H-I-N-I, c'est italien. Il est chercheur d'or, orpailleur depuis de nombreuses années. Il écume les rivières de France. Il dénonce une sous-exploitation des sablières, regrettant que l'or et d'autres métaux précieux soient considérés comme des déchets. Alors, on va parler ce soir d'une vie de chercheur d'or avec Michel Cecchini. Bonsoir Michel Cecchini, merci d'être venu. Bonsoir, merci d'être venu, oui, et d'être présent surtout dans cette émission. Voilà, je suis bien content de parler enfin à des auditeurs qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a qui sont nombreux. Alors, on s'est rencontrés lors à la Géode, c'est-à-dire c'était une association, une bourse de minéraux et fossiles à la Géode de Montmagny. Voilà. C'est une association géologique et pour le plaisir de collectionner d'études des minéraux et des roches. Oui, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils proposaient aussi tout un tas de métiers complètement insolites tout autour de la géobiologie, de la Terre. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent peut-être encore contacter la Géode de Montmagny. Voilà, ils peuvent contacter le président, M. Barret. Je n'ai pas ses coordonnées précises, mais ça, on verra ça à la fin de l'émission pour ceux qui veulent contacter. Je pense que s'ils tapent sur Internet Géode de Montmagny, Géode de Montmagny, c'est une association. Une association. Donc ceux qui cherchent un boulot et qui ne savent pas trop où s'orienter, il y a vraiment il y avait au moins une cinquantaine ou une centaine de métiers différents, que ce soit dans des bureaux ou en marchand. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de métiers qui allaient. On peut faire géologue, on peut être bijoutier, joaillier, on peut faire prospecteur, on peut faire de la pétrographie, de l'étude des fossiles, on peut faire de la géologie, il y a beaucoup de travail. On peut aller à la faculté, on peut faire on a des écoles pour ça. Donc vous étiez dans cette bourse aux cristaux là, et je vous ai vu et j'étais attirée vers ce chercheur d'or que vous êtes. Alors comment ça se fait, Michel Cecchini, que vous êtes devenu, on peut dire, chercheur d'or? Voilà, c'est un peu une histoire d'enfance, comme beaucoup d'enfants, d'abord comme beaucoup de gens. Ça a commencé par à l'âge de 5 à 8 ans, je ne me rappelle plus, c'est très vague, de ramasser par terre des choses qui brillent. De l'or, de l'argent, des diamants, des rubis, c'est comme tous les enfants. Vous avez trouvé tout ça par terre déjà? Par terre, oui, des bouts de verre, oui, c'était un rêve. Et je mettais ça dans un coffre à trésor, comme un enfant. Et après, j'ai oublié ce coffre à trésor. Et puis bien plus tard, j'étais encore à la communale, il y a mon père qui me donne des choses qu'il avait trouvées, des objets, des minéraux qu'il a trouvés sur le bord de rivière, parce que lui, il était pêcheur, lui. Donc, c'est pareil, j'ai mis ça dans un coin et j'ai oublié. C'est dans une vitrine et il me disait, tu vois, garde-le précieusement, c'est de l'or. Et c'est beaucoup plus tard, après que je me suis perfectionné dans d'autres choses. Je faisais de la minéralogie, je commençais à faire des collections de cailloux, de fossiles. À 13 ans, ça. À 13 ans, 13-14 ans, voilà, c'est ça. Et puis, disons, de fil en aiguille, je suis remonté à des spécialistes et je me suis perfectionné dans la géologie. Et à 19 ans, vous trouvez un livre. Oui, voilà. Alors, il s'est passé une chose aussi, c'est que à la suite de ça, donc j'ai continué à fréquenter des salons de minéraux, mais en étant amateur, collectionneur, visiteur. Et je suis tombé dans les années 76 au salon de minéraux et fossiles de Paris, rue Saint-Jacques. C'était l'occasion de ces débuts décembre. C'était une occasion extraordinaire parce que vous m'avez invité. Et je suis tombé sur un exposant qui présentait de l'or trouvé par lui en Bretagne. Ah. Bon, déjà, je commençais à tilter, je dis, et puis de l'or en France, je savais qu'il y avait, parce que j'avais déjà récupéré des ouvrages traitant le sujet. Et il m'a dit, alors je lui demande, est-ce que c'est oui, c'est de l'or. Alors il avait des paillettes, des pépites, il vendait des bâtés. C'est quoi des bâtés? Les bâtés, c'est un cône, ça s'appelle un chapeau chinois, comme ça, un récipient fermé.
qui permet de séparer l'or du matériau plus léger, tels que le sable, la boue, les graviers. Voilà. Il y a aussi des pans, il y a des cuvettes de pans qui sont adaptées aussi pour ce genre de travail. Donc ça m'est resté là. Et alors j'ai acheté son petit bouquin qui vendait aussi également à la recherche de l'or en Bretagne. Voilà. Vous êtes parti en Bretagne? Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la fièvre. Alors j'avais une moto et je suis parti, j'ai foncé en Bretagne aller week-end en espérant trouver bien entendu des trésors. Alors j'ai eu beaucoup plus de mots de rein, de tours de rein que de paillettes, mais j'ai trouvé de l'or dans des prés. C'était des prés clos, évidemment. Je devais rentrer chez les gens. Il y avait des vaches. Le cultivateur, il me voyait arriver comme ça. Le gars qui le vachait, il me disait oui, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je dis je vous trouve de l'or. De l'or chez moi. Et puis voilà comment c'est parti. Et il m'a invité après à un super calva du vieux parce qu'il était content d'avoir trouvé de l'or chez lui. Alors, donc. Ça, c'était en 77. Hein. Oui, c'est les années 77. C'est là où j'ai commencé à bourlinguer un petit peu. Oui. Et vous avez trouvé la première pépite. Alors, ça se trouve comment? Non, voilà, c'est pas une pépite, c'était des paillettes. Les pépites, c'est plus tard. Je les ai eues. Ce sont ça ressemble à des petites feuilles minuscules, parce qu'il y a des paillettes qui font moins d'un micron d'épaisseur. Qu'on dit que c'est de la poussière, que c'est faux, c'est pas de la poussière, ce sont des paillettes. Ça va jusqu'au centimètre. Donc, la centimètre, c'est déjà la pépite. Même les 5 mm, c'est de la pépite. Donc, ça se présente comme des feuilles tordues, plus ou moins roulées, d'un éclat jaune, mat d'or, jaune, mais mat qui ne brille pas. Ça ne brille pas au soleil? Ça ne brille pas. Ça peut briller, ça dépend si elle n'a pas été matée par les chocs ou les graviers ou le transport de l'alluvion. Donc, en général, l'or alluvionnaire, il ne brille pas. Il reste lumineux. Alors, ça vous rappelle votre rêve d'enfant et là, vous retrouvez votre coffre à trésors. Et là, je retrouvais mon coffre, bien sûr. Ça a été après. Encore, je me suis rappelé qu'on m'a mis de côté des choses qui étaient pour moi des trésors. Et alors, finalement, ce que papa m'avait mis de côté dans ma boîte, c'était du mica et de la pyrite. Est-ce que ça a une valeur, ça? Non, au point de vue, non, c'est tout très, très abîmé, très roulé, c'est des petits bouts, aucune valeur. Parce que là, vous êtes chercheur d'or, mais vous pouvez trouver autre chose entre-temps. Est-ce qu'on peut trouver de l'argent aussi dans les rivières? Non, pas dans certaines conditions. C'est très rare en Bretagne qu'on peut trouver de l'argent natif dans les filons, comme l'or aussi. Mais c'est très... non, c'est pas comme au Pérou ou au Mexique où on a de l'or natif associé avec de l'argent natif et du cuivre natif. Alors, qu'est-ce qu'on trouve si ce n'est pas du natif alors? C'est-à-dire, natif, c'est des éléments qui sont pratiquement purs, pratiquement purs parce qu'ils ne sont jamais purs. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des éléments, d'autres éléments, du fer dedans, du plomb, du zinc qui est mélangé, mais qui a un aspect un aspect lumineux et surtout ressemblant à de l'argent ou à de l'or ou à du cuivre qui peut être martelé automatiquement, qui peut être travaillé à froid. Donc, il n'y a pas besoin de le chauffer. Sous forme de feuilles, on peut faire des rouleaux, on peut faire des perles, on peut faire des bijoux avec des feuilles d'or plaquées, tapées, martelées avec de l'or de rivière. Oui. Alors après, vous êtes déterminé à trouver de l'or, ça vous amuse, c'est votre hobby, on peut dire. Oui, c'est devenu un hobby. Ce qui fait que j'ai commencé avec ma moto, parce que pour moi c'était pratique une moto. On peut passer partout, on peut faire demi-tour, on passe dans les chemins, alors qu'une voiture... Transport par le train aussi, à pied, voilà. Donc la moto, ça me permettait d'aller partout. Avec ma petite remorque ou mes sacoches, je pouvais passer avec mon matériel. Quel matériel? Il n'y a pas un grand matériel. Il y a quand même un crible, on a une baramine, une petite piochon. Bon, ça c'est tous les géologues ont ça. Mais on a quand même des battes, c'est-à-dire ces appareils, ces récipients appelés séparateurs, qui, suivant la taille, peuvent prendre de la place. Donc, ça rentre dans une sacoche ou un sac à dos. Ça dépend des diamètres aussi. Voilà, donc, avec ce matériel-là, j'ai pu commencer à prospecter les rivières. Je suis descendu, donc la Bretagne, évidemment, jusqu'aux côtes du Nord. Les côtes du Nord, la Finistère, après le Morbihan. Et puis, j'ai descendu après dans le Cher. Vous voyez, le Cher, j'ai trouvé de l'or aussi sur le Cher. Donc, vous êtes allé... Il y a d'autres rivières, il y a beaucoup de rivières. Et alors là où vous en avez trouvé le plus, c'était où? Alors là, en Bretagne, pour moi, c'était quelques microgrammes, quelques milligrammes, le plus que j'ai fait, ça a été 5 grammes dans un coin avec des paillettes.
J'étais très content. Et puis, il faisait froid. C'était un climat froid à la Bretagne, humide. Il fallait se baisser pour laver. Ça me fatiguait. Il y avait des tours d'or un peu impossible. Alors, je suis parti on m'avait parlé à la suite du bouquin, d'abord que j'ai récupéré, le Finger, et puis le chercheur d'or en France bien plus tard. J'ai commencé à écumer les Gardons, parce que c'était là où on m'avait dit qu'il y aurait le plus d'or. Et effectivement, là, il y a eu des teneurs qui m'ont laissé pantois. Les Gardons, c'est où? C'est la partie est des Cévennes. D'accord. C'était entre Nîmes, Pont-du-Gard, Alès, et vous voyez, et puis Rochegude, Bagnols-sur-Cèze, et là, c'est déjà la 16, là, et en Saint-Ambois. Et là, donc, vous avez trouvé beaucoup plus? Oui, beaucoup plus. Il m'est arrivé dans certains endroits, surtout dans les failles, parce que l'or se trouve... Il faut quand même que je parle aussi d'une chose, c'est que l'or n'est pas un métal... c'est un métal commun. Il n'est pas rare. Mais il est très rare en concentration qui peut être exploité industriellement et surtout pour un orpailleur, 1 gramme par jour, par exemple, avec beaucoup de labeur, d'effort, de travail, c'est quand même un bon coin. Il m'est arrivé de tomber dans des endroits où il y a des failles et des marmites, ça s'appelle ça des crevasses, de la lit de la rivière, où l'or était concentré avec des hématites et des galènes. Les teneurs dépassaient les 500 grammes le mètre cube. J'avais des bâtés et des pelles où j'avais 10 grammes. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour la France, c'est extraordinaire. Alors, quand c'est dans des failles, vous faites quoi? Vous prenez votre... Il faut déjà enlever toutes les parties supérieures du blocage de la faille. Il faut avoir les baramines sans casser la roche, sans rien casser. Il ne faut pas détruire. Et puis, épirer et enlever ça. Il faut faire un travail de manœuvre et de maçon. Ouais. Et toucher l'argile, le fond, où est concentré les matériaux lourds. Parce que dans les parties supérieures, vous avez des galets et des sables qui sont ils sont stériles parce qu'ils sont très légers, qui partent à la moindre crue. Alors que l'or qui reste bloqué sous les galets du fond de faille, de marmite, reste en place et se concentre et s'accumule au fil des crues et des années. Donc là, des teneurs, des fois, qui s'y passent, qui sont incroyables. D'ailleurs, pour la France, j'avais des bâtés où j'avais 10 grammes. J'ai jamais vu en Europe. Alors, cet or, il est là depuis longtemps, il se reforme à votre avis? Non, il est là depuis au moins depuis l'époque romaine, parce qu'il était caché sous des berges qui ont été retirées pour faire une exploitation de sablière, pour enlever le sable destiné au béton. Donc, en dessous, il y avait des bedrocks que l'entrepreneur ne pouvait pas prendre, il n'y avait pas de sable, et dans ce bedrock, il y avait des failles, des trous, qui étaient pleins d'or. Donc là, on le voyait à la pelle, il n'y avait pas besoin de le chercher. Il fallait quand même travailler la terre et la boue pour pouvoir le concentrer. Voilà. Michel Secchini, pourquoi on ne cherche pas plus d'or en France? On a besoin d'aller au Soudan, on a besoin d'aller... Oui, voilà, parce qu'on a négligé depuis la conquête des Amériques, du début de la première ruée vers l'or, tout ce qui était activité d'orpaillage sur le bord du Rhin, du Rhône, de l'Ariège, de Gardon, en Italie, en Espagne, c'est carrément tombé c'était des Suèdes parce que les teneurs étaient beaucoup plus importantes à outre-Atlantique. Donc on a commencé à faire des ruées à partir de 1849. On en a eu d'autres en Afrique, il y en a eu d'autres aussi au Canada et puis après au Klondike dans les années fin du 19e siècle. Donc on a laissé tomber, on a négligé le métier d'orpailleur qu'on avait en France. Alors, ce métier d'orpailleur qu'on avait en France, qu'est-ce qu'ils en faisaient de l'or qu'ils trouvaient? Certainement, il servait déjà à l'époque, à un moment, au Moyen-Âge, c'était le seigneur qui avait main mise sur la production. Il servait déjà à faire la monnaie, battre la monnaie, la bijouterie. Oui. Voilà. Et c'était en principe l'or du Chéran ou l'or du Rhône, à certains endroits dans les Alpes. Il est très très pur, il contient plus de... C'est un or que j'ai estimé à plus de 23 carats. Ça veut dire le reste, c'est de l'argent, ou d'autres impuretés, ou d'autres métaux. Donc dans la nature, on n'a pas d'or alluvionnaire pur. Il est toujours associé à de l'argent, généralement en Europe. On va de l'autre côté de l'Atlantique. Là-bas, il y a peut-être de l'argent, mais il y a aussi de l'étain, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir du zinc associé. Au Pérou, je sais qu'il est mélangé avec beaucoup d'argent et du mercure naturel aussi. Et tout ça, ça fait la pollution, évidemment, quand on fait des traitements. Alors, donc, on traite l'or, on
pour qu'il devienne pur, quand on dit que l'or a tant de carats. Bon, ben là alors là, on rentre dans l'industriel. L'industriel, c'est plus tellement mon domaine, mais enfin bon, j'ai des ouvrages qui traitent de ça aussi, là, qui sont là, sous mes yeux. L'or à 24 carats, c'est l'or à 999 millièmes, c'est-à-dire pur, chimiquement pur, à 9,9999% 9 millièmes. Il a été trouvé comme ça? Ou non, il a été affiné industriellement, c'est de l'or manufacturé. Voilà. Okay. Et quand on commence à le mélanger pour faire de l'or monétaire, on l'associe à de l'argent, du cuivre. À ce moment-là, il tombe à peu près 21 carats, 22 carats, des fois 900 millièmes, c'est-à-dire 90% d'or, et le reste un autre métal, argent ou cuivre, ou les deux à la fois mélangés. Et les lingots d'or, c'est que de l'or? Oui, les lingots d'or, c'est du fin, c'est de l'or fin, donc c'est de l'or à 990. Mais quand on traite l'or, déjà, il y a des premières, disons qu'il y a des premiers culots de fusion et de traitement. L'or n'est jamais pur, il est associé à du plomb. À la sortie d'une exploitation minière, on le traite, on le grille, admettons, on le transporte, on le transforme, on fait de la coupellation et on descend le taux, mais des métals précieux. Et cet or, il n'est pas pur, il contient du plomb, il contient du zinc. Il faut un autre traitement après pour l'affiner, pour pouvoir faire du 99,9%. Généralement, c'est du 95%, 81, c'est-à-dire 950 millièmes. Et après, le fin électrolytique, il est à 999,999, comme le cuivre. Le cuivre et l'argent font exactement pareil. À votre avis, vous avez trouvé combien d'or depuis que vous avez commencé? Et qu'est-ce que vous en faites? Oui, alors ça, c'est un truc que je vais rester discret là-dessus. Bon, ce que je fais de l'or, tout le monde le sait. Évidemment, on ne va pas le foutre à la poubelle. On le met de côté. Déjà, l'or que... j'en ai vendu. Il faut dire que j'en ai vendu quand j'étais au chômage. J'en ai eu besoin. À l'époque, j'avais pas de sablière comme j'ai eu après, par la suite. Donc ça, c'est mon sujet, le dernier texte là. En 83. Voilà. Donc, disons que je le garde de côté. Je verrai plus tard. Oui, mais il n'est pas visible parce qu'il est mélangé à des concentrés de minéraux, de sable lourd. Donc, on distingue, mais un voleur qui vient, par exemple, il ne le trouvera pas. Parce qu'il est mélangé. Il est mélangé quelque part dans un sable que je sais seul où il est. D'accord, mais vous avez quand même réussi à le vendre, ça intéresse des gens. J'en ai vendu à l'époque où j'avais besoin d'argent. À l'époque, quand j'avais commencé à le troquer, c'était à des bijoutiers, un à Nîmes et un à Alès, place Saint-Marc, je me rappelle. Et lui, il me le prenait à 60 francs le gramme. C'était en 1983. Ouais. C'était pas cher, payé. Alors qu'en 1978, il était quand même à 6 francs le gramme. Il a combien l'or? Il a décuplé en l'espace. Actuellement, il est là autour de 45, il frise les 50 € le gramme. Ce qui fait qu'en francs, je pourrais faire la conversion. Ouais. Ça, c'est assez divisé par 6,6. Je ne sais pas faire. 50 €. Le gramme, oui, ça fait 6 fois 50, ça fait 330 francs le gramme. Oui, c'est à peu près ça, en brut, en or brut. Hein. Parce en or bijoutier, il est beaucoup plus cher. C'est normal, il y a le traitement qui compte et le bijoutier va payer sa facture avec ça, il va allonger la note quand on veut acheter un bijou en or. Ça, deuxième partie de cet au-delà du miroir où nous cherchons de l'or ce soir. Nous en cherchons et nous en trouvons avec Michel Cecchini. Qui est passionné. Alors, Michel, vous dites qu'à un moment, nous sommes sur l'antenne d'IDFM, à un moment, vous avez trouvé quelqu'un qui en vivait. Voilà, donc à la suite de ça, donc sur les parcours de mes prospections, ça c'était sur les Gardons. J'ai rencontré une personne qui, lui, vivait de ça. Et d'abord, il était relativement réservé. On a parlé comme ça, entre deux verres de blanc, parce qu'on avait trinqué, on avait trouvé une paillettes. Et il m'a dit, voilà, il en vivait. Alors déjà, ça me fait le titre. Et il m'a dit, je vais te faire voir. Donc déjà, c'est quelqu'un de confiance, parce qu'on n'est pas un inconnu, c'est certains secrets professionnels. Et ce monsieur, c'était monsieur le faucheur, Jean-Claude, qui a été le premier à découvrir le principe de la... Enfin, il n'a pas été le premier, mais il a mis en pratique la moquette installée dans les goulottes de sablières. Déjà, il avait des antennes avec les sabliers, les patrons, les entreprises et les contremaîtres. Et donc, il les avait dans sa poche. À l'époque, c'était relativement cool. C'était pas la course au rendement, aux interdictions, aux règlements comme on en a maintenant. Il avait donc équipé déjà une sablière en Ariège, 2 ou 3, je crois, ou 2.
Après, il en a fait une au Boulou, c'est-à-dire près de Perpignan. Là aussi, il a trouvé du grain. Et la moquette a la propriété d'accrocher dans un courant d'eau des sables accrochés, traîner l'or le plus dense et des sables lourds. Donc évidemment, la moquette, les fibres vont s'encrasser et on n'aura jamais un or propre. Jamais, ça sera toujours à triage. Et la moquette, une fois qu'elle est pleine, ça peut être en quelques heures, une minute, ça peut être en 10 jours, c'est tout à fait aléatoire, on ne peut pas prévoir. Et ben, elle ne prend plus rien. Et elle est chargée, elle n'accroche plus, hein, c'est une planche. Donc, quand c'est une planche, l'or ne va pas s'accrocher dessus. Mais on la sort et puis on regarde. Et donc il faut redémonter la moquette, bien à l'arrêt des machines bien sûr, avec la complaisance des patrons. Des fois faire voir la récolte au chef parce qu'il est intéressé, des fois il n'est pas, il s'en fout, des fois il préfère prendre un coup de rouge, voilà, un petit canon. Et ça c'était comme ça que ça se passait. Et alors après ça, il a commencé à récolter de l'or comme ça. Et il traitait les sables au mercure, après, les concentrés au mercure. C'était pas ça. Non. Mais il fumait beaucoup et puis il buvait beaucoup, surtout du Ricard. Et là, ça l'a perdu. Bon, de toute façon, on le savait. Il préférait vivre comme ça que rester pauvre et malade ou riche et malade, mais vivre autant. Voilà, il préférait l'opulence. C'est son point de vue. Donc, Jean-Claude, il a mis ça au point. Et à partir de là, il a fait un ouvrage que je n'ai pas ici, d'ailleurs, que j'avais mis de côté, j'ai dû l'oublier. Comment fumer la moquette? Non, pas du tout. Voilà, comment. Et le problème, c'est que ces moquettes, là, il faut les relever régulièrement. C'est aléatoire parce que les machines fonctionnent à certains débits. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ils sont en panne. Ils n'ont pas assez d'eau. Il y a des fois, ça perce. Il y a des chutes de matériaux qui traversent les grilles de sélection. Et ça fait des trous dans la tôle et dans les moquettes. Donc ça s'arrête. Ça s'arrête. Alors, des fois, le patron, il ne veut plus personne. Ça, c'est clair. Et des fois, il répare, on répare et puis c'est reparti. Mais maintenant, à notre époque, en 2020, ils font plus ça. Il y a toujours des amateurs qui le font, surtout dans des pays partout où il y a de l'or à trouver. Évidemment, on pourrait exploiter l'or alluvionnaire en France, en Europe, mais ça se fait, mais c'est relativement discret. Voilà. Comment dis-je, le BRG m'a mis au point certaines machines. C'est un tapis inverse qui se déroule dans le fond du caniveau, hein, ça s'inverse du flot. Il déroule d'un côté vers le haut et vers le bas, vous avez tous les matériaux qui légers, qui filent, qui vont au béton, au sable d'entrepreneur. Donc le reste se déroule dans un bidon à part, dans les trémies. Et régulièrement, certaines sociétés récupèrent ces sables et ces concentrés riches en métaux lourds, y compris l'or ou autre chose, pour faire de l'affinage. D'accord, donc toutes ces le entreprises... BRG le sait, pratique ces machines, les font. Les machines, ça se font, mais c'est pour le Katanga, c'est pour récupérer des diamants, c'est pour des pays où les entrepreneurs, les entreprises investissent pour récupérer. Et ils se foutent pas mal du sable et gravier pour faire du ciment. Ils exploitent le gravier pour de l'or, ou du diamant, ou autre chose, ou des cassitérites, par exemple, des minéraux d'étain, des hématites, des tantales, des wolframites, c'est des minéraux... Donc, précieux. Toutes ces entreprises de sablières, finalement, en Bretagne, dans le Rhône, dans le Gard, dans l'Ariège, font que vous avez fait du copinage, vous avez appris le métier. Oui, alors là, c'est là qu'on m'a appris le métier. Enfin, c'est toujours grâce à monsieur le faucheur. Lui, déjà, au bout de sa vie, déjà, il était au bout du rouleau. Il m'a cédé, écoute, tu me plais bien. Il m'avait prêté des outils, puis il m'avait prêté assistance avec un de ses amis pour m'assister, pour démonter, pour voir comment qu'on faisait. Il m'avait emmené dans une sablière qui avait du côté du Rhône, mais du côté avec la limite de la frontière suisse, vers Genève, là-bas. Et là, j'avais des teneurs extraordinaires. Je faisais en une semaine, c'était toujours la moquette, le collègue était obligé de la relever. Moyennant finance, et lui il voyait, mais il s'en fout, il était désintéressé, il se fichait pas mal que ça soit de l'or, c'était pour moi. C'était quelqu'un de désintéressé, c'était quelqu'un de confiance, et c'est extraordinaire d'avoir des gens comme ça, voilà. On n'en trouve plus. Et je faisais jusqu'à 200 grammes en 2 semaines, rien que pour une usine. J'avais une usine à côté qui faisait moins, et ainsi de suite, comme ça. C'était les sablières à monsieur le faucheur qui m'a cédé parce que lui, il n'en pouvait plus. Il m'a dit, écoute, en échange, je t'achète une partie de l'or que tu produis avec
La pollution, en quelque sorte. Et puis lui faisait des petits bijoux pour sa femme pour mettre dans des fioles, des petites fioles qu'on mettait en penditif, vous voyez, en boucle d'oreille. Il faisait ça, elle vendait ça en touriste. Voilà. C'est tout ce que. Et moi, je faisais quelques tableaux à l'époque. Je faisais des tableaux avec des paillettes d'or, j'en avais tellement. C'était un rêve, c'était extraordinaire. De la feuille d'or aussi. Il y a de la feuille d'or qu'on utilise pour faire. Oui, mais ça, c'est de l'or manufacturé. Ça, c'est de l'or qui a été purifié, qui a été associé avec du cuivre ou surtout de l'argent. C'est un or à 22 carats et ça, on fait de la feuille pour les maroquineries, pour faire de la dorure, pour les plaquages de cadres, par exemple, ou pour autre chose, pour le laboratoire. Mais c'est pas de l'or, c'est pas de l'or brut. C'est de l'or artificiel. C'est de l'or, je dis artificiel, c'est un grand mot. C'est de l'or manufacturé, c'est pas du naturel. Je ne vends que du naturel. Je propose. Alors, en quelle année vous étiez en train de travailler pour les sablières? J'ai commencé tout de suite après que Jean-Claude m'avait cédé la sienne. Et j'ai commencé, c'est l'année 83, c'est arrivé en 1988. J'ai commencé à voir. Et 1988, j'en ai trouvé après une dans le Doubs, près de Wessel. Elle n'était pas rentable, j'ai laissé tomber. Après, j'ai été. La Bretagne, c'était fini parce que beaucoup de concessions de sable et gravier se fermaient petit à petit avec le niveau écologique. Donc là, je vous arrête. Donc, au début, vous allez dans les rivières et après, vous allez dans les sablières. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'en trouver dans les sablières que dans les rivières. Il y avait tellement de gâchis qu'on en trouvait partout. On en trouvait dans le sable à vendre pour le ciment. Mais très peu. Il faut savoir que quand vous prenez 1 mètre cube de sable brut de rivière, vous avez des galets, vous avez des graviers, vous avez de l'argile, vous avez du sable exploitable. Et des gravillons aussi, au-delà de 5 mm. Donc là, les teneurs en or sont X, par exemple, 1 mg par tonne. Il faut savoir qu'un mètre cube d'alluvion, en moyenne, pèse 2,5 tonnes. 2 tonnes, 2,5 tonnes. Donc, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est lavé et criblé, nettoyé, votre mètre cube de sable, propre, prêt à l'emploi pour le ciment, et bien là, vous avez des teneurs qui vont de 5, 10 jusqu'au gramme parce que la concentration est plus importante. L'or, c'est concentré, il y a moins de volume de sable, et la teneur en or est la même pour un moins de volume de sable. Alors qu'au départ, il a fallu 2 mètres cubes de sable pour avoir 1 mètre cube. Il vient d'où cet or alors? Parce que c'est quand même. Alors voilà, donc c'est un or c'est très intéressant parce que certains ors ils proviennent de filons qui ont été érodés, transportés en éluvions, d'abord éluvions, et après les alluvions reprennent les alluvions pour les emmener le long des ruisseaux, des rivières, et va très loin jusqu'à l'océan. Donc cet or, il vient d'anciens filons qui ont été disparus. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus rien. On peut encore retrouver des filons en place, mais c'est relativement aléatoire. Oui, donc là, c'est de l'or qui se retrouve dans l'eau, mais donc les filons, comme vous dites, les mines d'or. Oui, les mines d'or, il n'y en a pas beaucoup qui sont exploitables, parce que quand cet or a disparu dans l'eau, est parti, il y a eu peut-être de belles mines d'or, mais personne n'a pu les exploiter. Ça peut avoir 10 millions d'années, 1 million d'années, 500 000 ans, c'est parti, notamment l'or des Cévennes. Ils se retrouvent bloqués dans les alluvions actuelles, modernes. Et des fois, ça va jusqu'à Saint-Nazaire. Un exemple, vous avez de l'or qui provenant de l'Allier et apporté par la Sioule. La Sioule se jette dans l'Allier, à 5%. Ici, vous avez des teneurs en or de 1,5 mg par moyenne. Je dis ça parce que ça a été calculé. Il y a le BRGM qui s'est branché dessus. Par mètre cube. À partir de Moulins-sur-Allier, les teneurs sont un peu plus élevées, mais l'or est beaucoup plus fin et plus disséminé. Entre Orléans et Blois, c'est 1 à 5 mg d'or libre sur la Loire. Et dans l'eau de la Loire. Oui, non, pas l'eau, c'est le sable de Loire. Le sable de Loire. Et puis à partir de la rencontre, à partir de Chinon, à la rencontre avec la Vienne, là, la Vienne apporte énormément d'or, puisque cet or vient des éluvions du massif armoricain. Non, pas armoricain, parce que c'est au nord du Limousin. Donc là, il y a beaucoup oui, c'est bien connu parce qu'il y a beaucoup de mines d'or là-bas qui ont été exploitées jusqu'en 1925 pour l'or. Donc il y avait des mines exploitées. Il y avait des mines exploitées dès l'époque gauloise déjà, dans ces coins-là. Ouais. Dans l'Aude aussi. Ils faisaient également des exploitations également pour le fer aussi.
Et dans l'Aude, il y a aussi des orières aussi, et ainsi de suite, jusque dans les Pyrénées. Les Gaulois ont toujours Qu'est-ce que vous appelez une orière? Les orières, ce sont des anciennes exploitations à ciel ouvert de mines, de filons d'or. Mais donc, il n'y a plus rien à trouver, là. Il y a toujours des résidus, mais ça, c'est les prospections, les sondages. Et bien souvent, le BRGM actuel, il recherche les anciennes orières antiques pour relancer une exploitation, où ils font les analyses et ils trouvent qu'il y a des filons qui n'ont pas été exploités parce que c'était trop dangereux, trop profond, et qu'ils reprennent les concessions. Surtout dans le Limousin. Donc ça, vous êtes allé en voir des orières? On en a dans le visite, on en a une belle dans le, je sais plus, près de Saint-Thierry-à-la-Perse, entre Limoges et Saint-Thierry, on a des orières. Et on peut y aller comme ça, tout le monde peut y aller? Oui, on peut y aller, mais c'est dans les prés, c'est dans les taillis, c'est pas recommandé. Faut déjà avoir l'autorisation pour passer sous les barbelés déjà. Ah oui, c'est quand même fermé. Non, c'est très près à vache. Et puis, il y a des zones aussi qui sont boisées, puis qui sont interdites parce que c'est trop dangereux. Il y a des puits, des anciennes exploitations de mines qui ont été des fonçages, quoi, qui ont été recomblés, recouverts de ronces. Tout ça, c'est comme en Bretagne aussi, on a la même chose. C'est que c'est pas. Il faut demander à la commune pour commencer à prospecter. Là. Et là, vous partiez tout seul pour voir un peu ce qui se passe? Non, à l'époque, je ne partais pas. Non, je partais tout seul, mais je ne m'occupais pas déjà des orières. Moi, je cherchais que des cours d'eau aurifères sur lesquels les prés avaient des filons en dessous, et le ruisseau passait par-dessus, il passait dedans, dans le pré, et il essuyait donc ces fameux filons aurifères. Et les paillettes se retrouvaient dans les alluvions du ruisseau. Donc depuis les années 88-90, vous vivez de ça? Non. 88-90, plus ou moins. Ouais, j'étais chômeur, mais j'avais quand même une petite indemnité quand j'ai eu un droit à un chômage économique, j'ai eu de ce côté-là. Oui, je vivais un petit peu de ça, mais c'était pas fort. Hein, ça me faisait un complément de revenu à l'époque. C'était pas votre but? Non, c'était pas mon but. Non, mon but, c'était de la découverte, voir où c'est qu'on peut trouver plus et mieux. Donc, et ça en est resté là. Donc vous avez trouvé de l'or, mais vous n'avez pas trouvé d'autre chose en cherchant de l'or? Oh, quelques pièces de monnaie. Ça arrive, dans les failles, on trouve ça. Alors, beaucoup de plomb de chevrotine, ça c'est clair. Il faut savoir, quand une bâtée, on les retrouve, vous avez l'or qui se trouve sous le plomb. L'or est toujours à la pointe de la traîne quand on renverse un plat. On fait laver l'eau, on lave l'eau, tout l'eau entraîne le plus léger, et à la fin, il va rester des éléments de sable lourd, notamment l'or à la pointe de la traîne quand on va renverser l'appareil, la cuvette. Et au-dessus de cette traînée jaune d'or, vous avez le plomb, ou de la cassitérite, de minerai d'étain, ou vous avez aussi la wolframite, c'est un minerai de tungstène, très dense aussi, presque aussi dense que l'or naturel. Et le plomb, ça vient des chevrotines? Oui, des chevrotines. Beaucoup de pollution. Il y a des endroits dans les garrigues, en Sologne, vous avez par mètre carré, vous pouvez avoir 100 grammes de plomb. Parce que pendant 100 ans, 200 ans, 150 ans, on a envoyé du plomb pour les chasses aux canards, de tous les côtés. Et ça, on n'en parle pas de ça. Si, moi j'en avais entendu parler qu'il faudrait que les chasseurs ils se calment un peu. Là. Ils devaient faire des plombs à base de céramique, mais total, je ne sais pas où ça en est tout ça. Voilà. Ça se retrouve dans les bâtés, hein, ça c'est sûr. Oui, vous dénoncez une sous-exploitation des sablières, regrettant que l'or et d'autres métaux précieux soient considérés comme des déchets. Par contre, le plomb, lui, le plomb, c'est un on sait que c'est une cochonnerie, mais ça n'empêche pas de polluer Il y a aussi le plomb, il y a aussi du mercure. Le mercure, on oublie qu'il peut venir nativement. En Bretagne, on a des endroits où il y a le mercure qui est mélangé naturellement à de l'or ou de l'argent. Donc ça, c'est des palais d'amalgame, ça c'est reconnu, même en Cévennes, Pyrénées. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le mercure, on en trouve partout, et il vient d'où? Tout simplement des lampes fluorescentes qui marchent au mercure, en vapeur de mercure. On les retrouve dans les ruisseaux. Mais il faut pas le mercure aussi des piles électriques. Pendant 50 ans, on a balancé tout ça dans les poubelles, les caniveaux, et ça se retrouve en bas. Et les poissons, miam miam. Et on a interdit les thermomètres à mercure, c'est pas eux qui polluent le plus. C'est l'horreur. Ouais. On a saturé la pollution à tous les niveaux. Et ça, on se réveille maintenant, mais il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Oui, on peut faire marche arrière, mais il faut tout dépolluer. Ça, c'est tout un...
Il faut arrêter de Ah là chasser là, au il plomb. faut reprendre toutes les vignes, les terres des vignes, et tout retrier et retirer tout. Parce que dans les vignes aussi, la chasse à grive, ça canarde, ça aussi. Il faut que les chasseurs ils ramènent leur. Ah oui, il faut rattraper tout. S'ils tirent 100 balles, il faut qu'ils ramènent 100 balles. Enfin, ça se retrouve dans les bâtés. Alors, dans une bâtée, on va bien entendu, on va dire, c'est de l'or, mais c'est de la pyrite. Alors, je voulais vous parler aussi concernant comment on le reconnaît. J'ai parlé au début du trésor de mon père, c'était la pyrite et le mica. Ce sont des éléments qu'on trouve facilement sur le bord des plages, de rivières, de partout, même dans la terre, même dans un chemin. Ça brille. Ah ben c'est de l'or. Alors les gens, j'ai dit, mais écoutez, ramassez-le. Alors ramassez. Mais ça, pour savoir si c'est de l'or, vous mettez ça dans un plat avec de l'eau. Si vous voyez en mouvement, en bougeant l'eau du plat, pas en renversant complètement, vous voyez les feuilles d'or qui se promènent aussi vite que l'eau, alors c'est pas de l'or. Pourquoi il doit couler? Il doit rester au fond du plat et toujours à la traîne dans un plat. C'est un élément qui doit partir en dernier quand on renverse l'eau. Ça s'appelle ça une traîne. Ouais, c'est-à-dire qu'il est lourd. Et le mica, lui, va flotter, va partir avec la boue et la vase, tout le sable fin, va partir en premier. Dernière partie de cet au-delà du miroir. On est toujours en train de chercher de l'or avec Michel Sekini. Michel Sekini, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui ont des espèces de baguettes là, qui vont sur les plages pour chercher des métaux? Ah oui, c'est les chercheurs oui, c'est les poêles à frire, c'est des détecteurs de métaux. Mais je partage pas leur. Bon, c'est un plaisir pour eux, mais je partage pas leur point de vue parce que ça, pour moi, l'or restera un mythe des poésies. Le détecteur de métaux, c'est sûr de trouver quelque chose à coup sûr. Le charme est détruit. C'est pour ça que même en archéologie, je refuse de me servir de ça. Je laisse ça à des spécialistes. Mais je ne me permettrai pas d'abord, j'ai essayé ça me bourdonne aux oreilles, c'est agaçant, c'est lourd, ça me brouille la tête, ça me perturbe. Oui, parce qu'il y a des magasins qui vendent ça avec tout l'équipement complet. Oui. Mais généralement, ils cherchent les trésors, c'est surtout les monnaies et tout. Alors ça, c'est des détections interdites aussi. C'est interdit. C'est interdit parce que on peut faire son loisir, mais dès l'instant qu'on rentre dans les propriétés, enfin, de sites archéologiques, on va casser le sol, on va détruire, on va enlever les éléments témoins métalliques qui sont importants dans une étude archéologique. Ah, je pensais que c'était que sur les plages qu'on faisait ça. Non, on fait ça dans les terrains. On fait ça dans les terrains. Ouais, partout, il y a plein de choses qui se perdent sur les plages. Oui, c'est dans les chemins, mais malheureusement, il y a toujours des excès. C'est perdu. Mais de toute façon, avec leur détecteur, ils ne pourraient pas trouver de l'or comme vous le trouvez, vous. Il y en a qui trouvent, ils ont trouvé des monnaies d'or. Mais les monnaies, mais je veux dire... du cuivre, on trouve du fer, on trouve on trouve aussi des jetons en plomb, de tout. On trouve de tout avec le détecteur. À condition que le métal ne soit pas corrodé au point où il sera indétectable parce que le circuit se fait mal quand on... ça sonne pas, en quelque sorte. Ça sonne mal dans le récepteur. Mais c'est pas mon dada, ça. Alors justement, pourquoi ça marchera pas pour moi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous fait depuis des années de courir les... Enfin, de courir, j'ai couru, oui. Maintenant, je suis beaucoup plus place aux autres. Disons que ce que j'ai récolté me sert actuellement à faire des démonstrations d'orpaillage pour le public. Voilà. Et le reste, j'ai fait au début des compositions artistiques avec des paillettes d'or sur des supports papier, Bristol, métaux et émaux aussi. Ça a plu, mais je ne referai pas parce que je n'ai pas une grande demande. Et puis ça m'est passé. Maintenant, je prépare des petits échantillons de paillettes d'or sous des boîtes loupes. Ça plaît beaucoup plus pour les enfants et les touristes et tout le monde. Descendre dans ces endroits-là, maintenant, si on me demande de venir, j'y vais. Je refais des petits stages, des petits cours, mais c'est très restreint. Je ne fais pas payer. On est là entre copains et puis c'est tout. La Seine, non. Non, on a le premier salon de Wessel, c'était un salon de minéraux et fossiles, c'était en 93. On a fait croire. Moi, j'ai marché dans la combine qu'on avait trouvé de l'or dans la Seine. Et ça a marché. C'était 2 jours avant le lundi de Pâques. Non, c'est pas Pâques. Et on avait marché comme ça, on a fait venir les journalistes, la radio, tout le monde, les touristes, tout le monde. Vous voyez, c'était le 1er avril. Des poches, j'avais remis, vous voyez, j'ai trouvé ça dans une bâtée énorme, j'avais un truc.
au bord de l'eau, sur la Seine. Ah, c'est vous qui avez fait ça? C'était un arrangement avec le patron et puis tous les collègues qui organisaient la bourse. On avait marché à fond. Et le lundi matin, moi, j'étais parti, la bourse était finie. Le lundi matin, c'était Poisson d'avril. Ah oui, c'est ça, C'était un une gros blague. maquereau qui sortait de la bâtée. Et voilà une anecdote qui m'est restée. Alors, effectivement, dans la Seine, il y en a certainement, mais on est la Seine traîne des alluvions sédimentaires, donc on n'aura pas d'or. Oh, il y a tellement de saloperies dans la Seine. Oui, et puis oui, on trouverait plutôt des trésors archéologiques. Oui, ça c'est plus. Des vieilles voitures. Oh oui. Ouais. Alors, et l'Oise, toutes ces... Non. C'est pareil, c'est des milieux où il y a l'Oise passe sur les sables sparnaciens, les sparnaciens, l'argile sparnacien. Très bon pour les poteries d'abord aussi, entre parenthèses. Et il n'y a pas d'or là-dedans. On a signalé près de Pontoise, fin 19e siècle, un petit peu de paillettes d'or dans les sables de Pontoise, dans les argiles de Pontoise. Donc, c'est pas loin d'ici, c'est de l'autre côté, là. Mais ça a été annoncé, mais voilà, donc on n'a rien. Donc, dans les sédiments argileux, non, il ne reste pas. C'est peut-être un résidu chimique, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Et vous y allez encore sur le terrain? Pour aller... oui, pour chercher. Oui, je descends au beau jour, je descends un petit peu sous la Dordogne quand le temps le permet, puis que j'ai le temps aussi. Quand je descends pour faire un salon, notamment sur Albi, je passe la Dordogne, il y a des endroits où il y a des paillettes d'or, oui. Ça, c'est des choses que j'ai pas dit encore. Vous allez sur la Dordogne, vous avez de l'or, vous en avez sur l'Aveyron, vous en avez partout. Dans l'Ardèche, est-ce qu'il y en a dans la petite Garonne aussi. Et l'Ardèche l'Ardèche aussi. Même si l'eau, elle court très vite. La 16. Même si c'est des eaux qui courent très vite. Oui, parce que l'eau, au contraire, quand il y a l'eau qui court très vite, ça veut dire qu'il y a un certain charriage des éléments et des sédiments. Et c'est très bon pour la sélection des minéraux lourds. Donc, vous avez l'or qui reste pratiquement sur les côtés du courant d'eau. Il reste près des berges, mais pas en haut des berges, au fond de l'eau, près de la berge. Près des rochers aussi, il y a des ressacs aussi. C'est des choses que seul un chercheur d'or, il sait où trouver. Des choses d'ailleurs qui sont marquées, précisées dans cet ouvrage Guide pratique du chercheur d'or en France, édité par le BRGM. Ça se trouve toujours. Ça se trouve toujours. C'est pas vous qui l'avez fait. Non, c'est un ami à moi qui l'a fait. Mais quand est-ce que vous allez écrire votre livre, vous, Michel Secchini? Oui, ça serait intéressant. Oui, c'est ma vie de chercheur d'or, mais j'ai également ma vie d'archéologue à faire aussi, parce que je suis archéologue aussi, à mes temps, à un temps à la retraite. Oui, oui, ça le temps passe, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses à faire en archéologie aussi. Oui, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai pas donné. Vous écrivez une page par jour? C'est une ligne ou deux. Vous mettez une pépite par jour? Voilà. Mais il faut rester un peu comme moi, poète. Il faut voir la quête de l'or comme une poésie. Voilà. Moi, le soleil, je l'ai trouvé dans la bâtée, en descendant là, pour la première fois dans le Midi, où j'ai trouvé mes premiers grains d'or, et c'est resté là dans ma tête, ça, comme un enfant. Donc j'ai retrouvé mon rêve d'enfance finalement. Ouais. Là, vous êtes venu avec deux de vos nièces, ou tout le moins qui ne vous avaient jamais entendu parler autant. Elles vous voyaient partir sur votre cheval de fer. Forcé à venir parce que c'est pas facile. Elle vous voyait partir sur votre moto et... non. Ah, si, peut-être... Si, elles ont des souvenirs. Oui, mais c'est vieux, oui, quand t'es à la maison, oui. Mais très silencieux. Oui, je revenais le lundi matin de boulot, je faisais voir... j'avais des engelures, la moto aussi, parce que je faisais ça l'hiver. Pourquoi je revenais l'hiver. On en trouve plus l'hiver que l'été? Non, pas du tout, c'est parce que le salon qui m'a révélé... c'est l'or en Bretagne, c'était PLM à Paris. C'est un ami qui est là qui m'avait invité parce que je connaissais, c'était une association de minéralogie aussi, lui il faisait ça. Il avait organisé cette bourse, et 76, c'est ça, oui. Et il m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui va peut-être t'intéresser, si tu cherches de l'or, tu vas voir, je commençais déjà à me brancher. Et puis il m'a dit, voilà, puis tout est parti. Et alors, Noël 76... vous n'avez pas attendu en Bretagne en train de boire le calva avec le galva du vieux tranquille. Vous n'avez pas attendu le printemps? Ah non, j'ai tout de suite. C'est là le départ de la fièvre. La fièvre de l'or, c'est commencé quand je suis parti en Bretagne. À la suite de cette rencontre avec ce monsieur Tréberne, je me rappellerai de son nom, qui vendait le Bâté, petit ouvrage à la recherche de l'or en Bretagne, et des paillettes et pépites du Blavet. Ces gens-là, ils sont partis.
Ils sont morts, oui, oui, bien sûr, comme tout le monde. Et il y en a encore des chercheurs d'or? Oui, il y en a, mais ils font moins de publicité, c'est beaucoup plus discret. Ils ont leur coin, et on se rend compte de temps en temps quand on. Mais si vous écrivez un livre, je vous assure, il se vendra. Oui, mais je ne serai pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui. Disons que je n'ai pas vécu d'or toute ma vie comme a fait Monsieur Le Faucheur. Lui, il a vécu. Donc lui, il a fait un livre. Il avait que ça à faire d'ailleurs. Il avait que c'était ça. Son but, c'était de vivre que de l'or, trouvé en sablière. Moi, j'ai touché un peu à tout. Alors donc, faire un bouquin sur l'or, oui, je peux toujours faire quelque chose. Peut-être pas sur l'or, mais sur votre vie. Oui, oui. Parce que finalement, vous êtes resté célibataire, vous avez donné toute votre vie à cette quête, un peu comme une quête alchimiste. À la recherche d'alchimie, oui, à la recherche. Même dans les sites archéologiques, j'ai découvert des choses que personne ne soupçonnait. J'ai fait l'objet de publications avec notre association archéologique, parce que je fais également, j'ai une association. Et vous pouvez faire un livre qui parle des deux. Oui, je peux faire ça, oui. Oui, c'est un projet, mais je vais encore attendre un tout petit peu. Là, votre prochain projet pour repartir chercher de l'or, ça sera que... Ça sera au mois de... Déjà, je fais le salon du mois d'avril de Bogny-sur-Meuse, pareil, minéraux fossiles, et puis je ferai encore de l'animation, comme vous l'aviez vu à Montmagny. Et après, ça sera... il y aura effectivement juillet, août, il va y avoir une descente en Cévennes, parce que j'ai des amis là-bas qui sont justement sur le bord de la Cèze, et bon... Quand j'y revois, c'est toujours une délectation, parce qu'il y a quelques bâtés qui m'attendent sur le coin de la Cèze, les endroits. C'est passionnant. Et vous avez pas mal au rein? On s'y fait. Oui, au début, j'ai eu les premiers coups de Bretagne, ça a été terrible. Ça a été, alors là, et puis revenir dans le froid, et revenir en moto, le couvert. Avec des bottes, vous mettez des grandes bottes? Oui, cuissardes, oui, parce que l'eau était gelée. Oui, j'ai fait ça, j'ai eu la folie, j'ai eu la fièvre de l'or. Je me reconnais, là. Il fallait que je fasse ça avant de faire autre chose, c'est ça. C'est drôle quand même. Oui. C'est un rêve d'enfance. Oui, un rêve d'enfance, ça m'est resté là, effectivement. Puis surtout quand j'ai retrouvé le trésor de papa, alors là, c'est là que j'ai appris à faire distinction, à distinguer, reconnaître de l'or, du mica, de la pyrite, ou d'un morceau de cuivre aussi, un morceau de bronze, pourquoi pas, un morceau de papier aluminium doré. C'est un peu comme les pies, quoi, tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ça attire diamant, c'est ça, j'ai l'œil de pie, c'est ça. En tous les cas, c'est une belle vie, hein, vous vous appelez Michel Kexini, c'est E2C. On aimerait être ailleurs, on aimerait faire autre chose, on n'a pas plus d'une vie, elle est courte la vie, hélas. Vous l'avez bien utilisé. C'est E2C. HINI, on peut vous retrouver en passant par la géode. Oui, alors pour me retrouver, oui, effectivement, j'ai une association à Drancy, je suis présent, parce que je fais partie également de Drancy, d'une association de minéraux aussi à Drancy. Je suis présent au salon de minéraux et fossiles de Drancy, c'est-à-dire vers la fin janvier. Cette année, il a eu lieu vers le 22-26, je ne me rappelle plus très bien la date. Et tous les ans, c'est à peu près fin janvier, cette dernière semaine de janvier ou troisième semaine. Et Montmagny, c'est toujours au début février. Voilà, donc c'est là, maintenant je fais partie de l'association de Montmagny depuis 3 ans maintenant. Il y en a beaucoup des bourses à cristaux comme ça? Oui, vous compulsez l'ouvrage Minéraux et fossiles ou Lorraine minérale, vous avez les annonces par mois, vous avez 2-3 bourses en France. C'est fou, ça. Donc énormément. Moi, je fais celle de Bogny-sur-Meuse parce que c'est un ami qui l'organise. Pour moi, je ne paye pas la place. Déjà, je me déplace, il m'offre. Puis vous n'avez rien à vendre? Non, parce que ça coûte. Et je ne paye pas le métrage parce qu'on paye le métrage. Oui, mais vous n'avez rien à vendre en plus. Si, j'ai mon savoir, mon parler. Non, mais et mes petites boîtes, et mes petites paillettes, et mes petites boîtes de loupe et quelques tableaux encore que je présente. Et je vends ou je ne vends pas. Mon matériel, je vends les bâtés, pans. Voilà, c'est séparateur. Alors, je reviendrai j'ai glissé un mot justement concernant ces séparateurs. Quand on parle avec des gens qui disent ouais, on trouve ça comme ça, c'est de la poussière. Mais avec quoi, comment vous faites c'est un décanteur, c'est un tamis, c'est une cuvette. Je dis mais écoutez, décanteur, ça veut rien dire. C'est un séparateur. Voilà, c'est dans le dictionnaire.
Ce sont des séparateurs manuels qui permettent de récupérer ça pour jeter ça. Voilà, c'est clair, c'est simple. C'est pas un tamis, c'est pas un filtre, c'est pas un décanteur, c'est pas de la... Oui, parce qu'on a tous l'image du chercheur Celui d'or qui gigote avec ouais. le truc. Et qu'il y a une grosse le machin. pépite qui sort. Non, Oh, c'est alors pas ça. oui, j'ai joué aussi à ça. Là, vous risquez pas de trouver grand-chose Non, à part des mais caillasses. je fais toujours rêver les gens. Ce qui compte, c'est que là, à Montmagny, on avait l'association Opale qui organisait la pêche au trésor. Ben, c'est exactement à des enfants de mon âge, quand j'avais leur âge, excusez-moi. Mais vous êtes toujours un enfant. Des petits cristaux qui brillaient. Moi, j'avais glissé quelques papiers d'aluminium et quelques petites pièces de monnaie, vous savez, les anciens francs, les 5 centimes, Ouais. la griffoule. C'est jaune d'or, on dirait des louis, Napoléon. Alors, j'ai jeté ça là-dedans et il ramassait les cristaux avec un tamis. Voilà. Je vous remercie, Michel Secchini. En tout cas, ceux que ça intéresse de travailler dans la géobiologie, il y a plein de boulot. Il y a plein de choses. Incroyable. Aller à la bourse de Montmagny, Ouais. au salon de Et puis ceux qui ont envie de chercher de l'or, pourquoi pas peut-être voir avec Michel Secchini. On va se quitter. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu surtout, parce que c'est une... On est à 2 pas d'ici. Moi, j'y connaissais rien et c'est quand même pas mal. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci.